Bien bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus au 4 rue Ronron. On est très heureux de vous accueillir aussi nombreux et nombreuses pour cette rencontre professionnelle dédiée donc au spectacle bilingue, au spectacle dit accessible. L'équipe du Théâtre du Grand Rond nous a proposé d'organiser une formation destinée aux personnes qui travaillent dans les structures culturelles pour accueillir le public et les artistes sourds comme ils le font beaucoup ici au Grand Rond. Et voilà, ça leur trottait dans la tête depuis un moment et voilà, c'est l'occasion de mettre ce projet en forme. Donc cette formation, ça va être un workshop de 2 jours, les 17 et 18 mars prochains. Il va y avoir donc plusieurs modules à destination des structures, des festivals, des théâtres, etc. qui souhaitent accueillir du public ou des artistes sourds. On pourra en parler plus longuement si vous souhaitez qu'on vous présente mieux ces 2 journées. Et donc nous, à Marionnettissimo, bien sûr, on a accepté de se lancer dans ce projet de formation en y ajoutant un axe artistique. Donc il y aura également une formation artistique qui se déroulera sur 2 semaines aussi en mars, qui réunira 6 artistes sourds et 6 artistes entendants qui participeront, qui suivront une formation sur d'abord 3 disciplines différentes. Donc le théâtre avec Emmanuel Laborie, la danse avec Lucie Latasse et la marionnette avec Mathilde Henry et Émilie Rigaud. Et après avoir suivi ces journées de formation bien spécifiques, les artistes travailleront en binôme, sourds-entendants, suivant leur affinité artistique, dans le but de créer un laboratoire de recherche et de créer des formes artistiques accessibles au public sourd et entendant à la fois. Plus qu'une simple interprétation, l'idée c'est vraiment qu'il y ait une véritable intégration de l'interprète dans le spectacle. Sinon, c'est un risque d'échec. La première année où je suis arrivé, en 2012, on a fait le Royal de Luxe, pour donner un exemple. On a fait le Royal de Luxe donc en 2012. Il y avait une envie très forte du fait que c'était une tête d'affiche, une grosse compagnie d'interpréter ce spectacle. Sauf que c'était un spectacle avec une ouverture de 25-30 mètres, que beaucoup de metteurs en scène avaient refusé que l'interprète soit intégré dans la scénographie. Donc l'interprète était à 5 mètres du spectacle. Et ça ne marchait pas parce que soit on perdait l'interprète, soit le spectacle. Voilà. On a fait ça avec 2-3 spectacles. On a travaillé un peu sur le même processus dont parlait Quentin, avec à l'époque effectivement aussi Interprétis. On a choisi les spectacles qui nous paraissaient adaptés. Et en fait, nous on a arrêté très vite parce que le type de théâtre, de spectacle qu'on propose ici, qui est très parlé en général, ne se prête à notre sens. Et après l'expérience qu'on avait des spectacles construits pour être bilingues ou en langue des signes, n'était pas satisfaisant. Puisque très clairement, si on a un interprète ou une interprète qui est à la place de Thérèse actuellement, ou qui peut être derrière, mais qui à un moment donné n'est pas intégré au départ au spectacle, en fait, on perd la mise en scène, on perd beaucoup de l'esthétique du spectacle, parce que le regard est quelque part ailleurs. Et pour du théâtre qui est parlé comme souvent le nôtre, si on ne prend pas le temps de traduire les textes en langue des signes, l'interprétation ne suffit pas. Et on perd aussi, du coup, et ça n'a rien à voir avec la qualité des interprètes, et on perd aussi en termes de qualité du texte, au sens le plus large du possible. Après, la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est qu'on a du mal à trouver des spectacles bilingues ou élèves d'art de rue. C'est un vrai souci qu'on a. C'est à notre sens vraiment un autre réseau et il y a très peu de visibilité sur le spectacle. Et il n'y a quasi, je ne pense pas, de création en rue, j'insiste là-dessus, en LSF ou bilingue. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a très peu d'artistes sourds. C'est vrai que ACT, on est là aussi pour promouvoir ces artistes-là, qu'il y en ait de plus en plus. Jusqu'à aujourd'hui, il y a entre 60 et 80% des personnes sourdes qui sont illettrées, qui n'arrivent pas à lire, et du coup, quand ils se retrouvent devant un texte écrit en français, ne savent pas comment faire et se retrouvent bloqués. Mais ici, à Toulouse, par
ça pourrait être pareil partout ailleurs. Il y a ici quand même une ouverture particulière face à ce bilinguisme. C'est vrai que si on a dans l'idée, par exemple, d'aller se former en tant que comédien, on n'a pas vraiment le choix en tant que sourd. On n'a qu'une seule voie, on ne passe que sur les voies générales, voilà, de l'éducation. On va jusqu'à l'université et après, si on veut se former par ailleurs pour se spécialiser, il n'y a rien pour nous. On a très très peu de choix en tout cas. Donc il y a très peu de professionnels sourds comédiens et d'enseignants sourds, parce qu'on n'a pas encore transmis cette pédagogie-là des personnes sourdes. Donc on est encore bloqué sur beaucoup de choses. Alors, j'ai entendu le mot accessibilité. C'est vrai qu'à IVT, on n'a jamais fait d'accessibilité, on a toujours fait la promotion de la langue, des signes et de la culture des sourds. Ça, c'est très important pour nous. C'est vrai qu'à l'ouverture, on a senti qu'on était un peu regardé comme un lieu qui s'adressait uniquement à des sourds, avec une étiquette un petit peu handicapée. Donc on fait un gros travail pour effacer cette image parce qu'on ne se reconnaît absolument pas dedans. Pour nous, on est un lieu culturel et artistique, on n'a rien à voir avec le handicap. Emmanuel joue dans Les Enfants du Silence, moment clé dans l'histoire de la culture sourde puisqu'elle a été consacrée au Molière en 1993. Ce Molière en 1993 a vraiment été un moment clé dans l'histoire du VT puisque ça lui a permis d'avoir une reconnaissance à la fois professionnelle, médiatique et publique. Bonjour, alors moi j'avais une question pour IVT. Donc au début, c'était des présentations bilingues. Moi je me pose la question, donc moi j'étais jeune, hein, mais moi j'ai vu des vidéos, je me rappelle qu'il y avait des comédiens sourds qui jouaient, mais il n'y avait pas d'oral, il n'y avait pas de français oral ou de voix off. Comment c'était exactement? Mais attention, hein, il y a plusieurs formes de bilinguisme, hein, c'est pas une forme fixe, on peut complètement adapter le bilinguisme. La langue, elle peut passer par la musique, par exemple. Enfin, pour parler d'Antigone, il y avait un écran pour l'acte 1, voilà, il y a l'acte 1 et l'acte 2. Donc voilà, il y a du noir pour passer de l'acte à l'autre, et il y avait des chœurs. Il n'y avait pas de voix. Il y avait de la musique, mais c'était la musique qui permettait aux entendants de plonger dans l'histoire. Et c'est ça qui leur permettait de comprendre ce qui se passait sur scène. Et au moment où on y met, le moment où on y a vraiment mis de la voix, c'était sur le spectacle, c'est quand le frère d'Antigone, la sœur d'Antigone, pardon, arrive sur scène. Et puis quand il y a Tirésia, merci. Et voilà, Tirésia, là, lui parlait et signait. Il y avait ces deux personnages-là qui parlaient. Donc, c'est là où il y a eu du bilinguisme. Il y avait plusieurs façons de faire passer ce bilinguisme-là. La langue, on peut en faire tout, on peut faire tout un cocktail et choisir un des ingrédients pour permettre ce bilinguisme. Alors justement, l'association ACT propose, alors au départ effectivement on était sur la région Midi-Pyrénées, mais il n'y a pas de souci, tu peux nous envoyer ta candidature et nous on fait des annonces comme quoi on recherche on fait passer des annonces quand des compagnies cherchent des comédiens sourds. Et là justement on a créé cette journée-là en préambule de la formation dont a parlé Marilyn en mars pour cet objectif-là, pour qu'on se découvre entre professionnels, artistes sourds entendants et pouvoir permettre aux artistes sourds de se professionnaliser. Pour parler de Toulouse, il y a à peu près 2 ans, Eric, s'il te plaît, 2 ans, 3 ans, ici les ateliers, 3 ans. Alors le théâtre du Grand Rond proposait jusque-là pour un public entendant des ateliers. Et une fois par semaine, et avec une représentation en juin. Il y avait des adultes et des adolescents, hein, c'est ça. Voilà, on faisait des représentations au mois de juin sur 3 représentations, pardon, en juin sur les ateliers qui avaient été faits. Donc, et pour la première fois depuis 3 ans,
on propose ces ateliers à des adultes sourds. Donc il y a un animateur sourd et un animateur entendant. Alors il y en a qui connaissaient rien, qui se sont inscrits, d'autres qui avaient déjà un peu joué, voilà, il y avait de tous les niveaux. Et il y a ces représentations également. Et c'est vrai que ces représentations permettent aussi de se faire voir et de se faire connaître en tant que comédien. Et on sait qu'ici à Toulouse, ça a pas mal marché. La première année, il n'y avait qu'une classe, je ne sais pas comment on dit, voilà, une promo. Sur la deuxième année, donc la première promo a passé un niveau et on a créé une deuxième classe. Et là, cette année, il y a 3 groupes. J'avais une question à Emmanuel et à Jennifer, puisque vous venez de l'IVT. Concernant les créations. Bilan. Nous, en tant que sourds, on vit dans une minorité où la majorité sont des personnes entendantes. À la DRAC, ce sont des entendants. Depuis que le théâtre existe, ça a toujours été sous forme de voix. Donc quand on parle de bilinguisme, il y a les deux. Il y a la voix et la langue des signes. Concernant les demandes de subventions, est-ce que vous êtes allé au service handicap parce que, voilà, parce qu'on est sourd. Enfin, c'est intéressant, je trouve que c'est une question intéressante par rapport au handicap pour obtenir des budgets. Nous, on est vraiment subventionné au titre du fonctionnement en tant que lieu culturel. Donc rien à voir avec le handicap, c'est le ministère de la Culture par son échelon déconcentré DRAC, donc la direction des affaires culturelles, qui nous finance. La ville de Paris sur la ligne action culturelle, enfin activité artistique et culturelle qui nous finance. C'est vrai qu'ici, pour ce qui est de nous, au Grand Rond, la région Midi-Pyrénées est le seul endroit, la seule collectivité qui commence à avoir intégré la langue des signes en tant que culture et les demandes d'aide à la création qui sont portées à la région Midi-Pyrénées sont regardées au niveau artistique. C'est assez récent, mais c'est une réalité, c'est le seul endroit. À la ville de Toulouse, très clairement, dès qu'on part sur la partie artistique et création avec des projets en langue des signes ou bilingues, on part tout de suite sur la partie handicap. Et à la DRAC Midi-Pyrénées, c'est vrai qu'on travaille extrêmement bien avec la DRAC Midi-Pyrénées sur tout ce qui est culture et handicap. Et pour l'instant, j'espère que ça pourra changer rapidement ou avec la nouvelle région, Madame Claus, c'est vrai que pour l'instant, la partie artistique pure ne s'est pas emparée de cette question-là en termes artistiques et culturels. Donc un texte qui est adapté à un métier. Donc on a vraiment un gros travail d'adaptation, on travaille avec des traducteurs sourds, pour ça. Voilà, ce texte, il a une part importante dans Hiroshima mon amour, dans cette pièce-là. Donc nous, on a fait la traduction en langue des signes. Donc comment ça s'est passé? Donc ils nous ont donné le texte. Donc tous les trois, on a travaillé sur le texte et sur la traduction de ce texte. Voilà. Donc quand on ne comprenait pas, on allait voir Eric, on lui disait mais c'est quoi ça, on n'a pas compris, ok, il nous expliquait, on reprenait le travail, etc. de traduction. On s'est aussi filmé, on a fait de nombreuses vidéos. Et Eric, voilà, à l'époque il ne connaissait pas trop la langue des signes, non, c'est différent. Donc voilà, on a fait le travail de traduction et on se demandait comment il allait pouvoir vérifier notre travail en fait de traduction du texte. Donc on a fait appel à un interprète. Donc l'interprète en fait était assis à côté d'Eric. Donc tous les trois nous ont joué. Nous avons joué par exemple certains passages, certaines scènes, voilà, en langue des signes. Et l'interprète en fait disait à Eric ça j'ai pas compris, il traduisait en fait ce qu'on signait pour voir si ça correspondait. Et donc c'est ça, donc là il y a Madame un tel,
la nuit, qui n'arrivent pas à dormir, etc. Et Eric il disait non, mais c'est pas ça dans le texte, c'est pas ce sens-là, le texte n'a pas... Donc on disait non, on recommence. Donc nous, ça veut dire qu'on a soit mal lu ou soit fait une mauvaise traduction. Donc on recommençait un peu notre petite cuisine, on lui remontrait ce qu'on avait modifié et il validait ou non notre travail. Voilà, donc ça, il y avait des interprètes différents qui intervenaient à chaque fois. Donc voilà, donc c'était comme un public différent, entre guillemets, on mettait notre texte, notre spectacle face à un public différent, puisque c'est des interprètes différents à chaque fois. Une fois que la mise en scène du jeu a été validée, et que le texte était correct, et que la traduction était correcte, on a demandé à une traductrice sourde qui s'appelle Ariel Cousin de venir valider en fait. Donc elle est venue pour contrôler, vérifier, et elle a fait... soit elle disait non, ça il y a trop de signes, c'est trop lourd, il faut épurer. Voilà. Donc elle a fait un petit nettoyage entre guillemets de notre traduction. Contrairement à Lucie, moi je ne suis pas du tout bilingue et je comprends un peu mieux que je ne signe, mais vraiment je suis incapable de tenir une discussion en langue des signes. Et c'est juste pour dire en fait que c'est pas un obstacle du tout à un travail avec des comédiens sourds et sur un spectacle soit en langue des signes, soit bilingue. À titre d'exemple, la preuve on l'a fait, on n'est pas mort, on est bons amis et même plus qu'avant. C'est une expérience qui est extrêmement riche. Et vraiment, c'est possible. D'où l'idée aussi, sur la formation artistique qui aura lieu en mars, de mélanger des comédiens entendants non signants, c'est presque une demande, et des comédiens sourds pour trouver une langue sur le plateau. Et c'est tout ce qui existe. Voilà. Et juste pour terminer par rapport à ça, il y a une des choses qui est extrêmement intéressante pour moi en tant que, justement, que non bilingue, quand on a traduit en langue des signes, en Lucie, Delphine et Martin ont commencé à traduire le texte. Toute traduction, c'est une trahison. C'est Miracle qui disait ça, il a raison. Et du coup, ils n'arrêtaient pas de nous poser des questions sur le sens. Ça veut dire quoi exactement ça? Parce que du coup, comment on traduit ça en langue des signes, qui est une langue très iconique? On doit choisir sur plusieurs sens possibles, on doit en choisir un. Il n'y a pas trop le choix dans cette langue-là. Et du coup, moi je me suis retrouvé obligé de réfléchir à ce qu'on avait fait, et du coup de répondre à des questions que j'avais pour certaines, mis de côté, comme on fait souvent, en disant on verra ça plus tard, et puis on l'a oublié, et puis on n'y répond pas. Et là, j'étais obligé. C'était passionnant de devoir réinterroger un spectacle qui était déjà créé, et du sens. Et il y a des endroits où je me suis dit, tiens, je me suis trompé, il y a un an ou deux, on va changer. Et c'est le cas, c'est vrai, ça arrive. Enfin, c'est passionnant, c'est passionnant. Et on a travaillé vraiment la première journée de résidence avec une interprète sur le texte. Voilà, pour avoir une compréhension du texte la plus juste possible et également que j'explique bien à mi-bout les idées, les images, toutes les questions. Voilà, donc ça c'était la première journée et dès le lendemain, j'avais envie tout de suite d'aller sur le plateau avec nous, de ne pas passer, enfin, voilà, moi j'étais très débutante en langue des signes, j'avais un niveau bébé signeur, la première fois que j'ai rencontré Nico, elle m'a dit c'est mignon, papa, maman, pipi, bon voilà, c'est très de base. Donc si on va au plateau tout de suite, parce que là en fait, la langue, ça pose pas vraiment de soucis quoi. La première fois que j'ai mis en scène un spectacle, c'était le spectacle Héritage. Donc j'avais 3 entendants, 3 sourds dans l'équipe de comédiens. Et pour gérer les sourds, donc évidemment je passais directement par la langue des signes. Et pour les entendants, moi, parler, c'est pas possible. Je me suis dit comment je vais pouvoir les gérer, comment je vais pouvoir leur faire comprendre mon ressenti, mon envie vis-à-vis de ce spectacle. Comment gérer aussi ce qu'ils vont faire passer à travers leur voix. Du coup, j'ai fait venir Estelle, Savasta, pardon. On a travaillé donc en binôme sur voilà, mes intentions, voilà, le message que je voulais faire passer à travers le spectacle pour qu'elle vérifie l'intonation de la voix, etc., la prosodie. Aussi, on y a ajouté de la musique et je voulais, moi-même qui n'entends pas,
Je ressentais ça à travers mon corps, donc les vibrations que peuvent donner la musique. Et vraiment, on a fait toute une cuisine pour réussir à mettre en phase donc la langue des signes et le français. Dans le monde du cinéma, comment dire, il y a 8 films où j'étais la seule sourde. Donc en intégration, j'étais qu'avec des entendants, j'étais la seule. Et vraiment, ça a été un combat pour avoir un interprète. À chaque fois, je courais partout. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que tu dis? Je voulais pas travailler comme ça. Je faisais partie de l'équipe. J'avais besoin de, quand je voyais 2 personnes discuter entre elles, d'avoir la traduction, comme tout le monde. Mais ça a été pas simple. Ça a vraiment été un combat difficile. Parce que, oh là là, déjà, je te paye toi, en plus il faut que je paye un interprète. Alors ce qui est arrivé, c'est pour un film italien, par exemple. C'était en Italie, j'ai demandé à avoir un interprète, mais il fallait qu'il ait la langue des signes française. Et il fallait que ça passe du coup par la langue des signes italienne aussi. Il fallait que ça passe par 3 canaux avant d'arriver. Ils m'ont dit 2 interprètes, alors là non, c'est pas possible. Il n'y en aura qu'un, ce sera un interprète en langue des signes italienne et tu te débrouilles. Donc il y a eu une création avec 2 langues. Enfin, je voulais pas être dans voilà, ce qu'on appelle les spectacles accessibles. Je voulais pas réfléchir à comment on rajoutait de la langue des signes. Je voulais pas réfléchir à comment on fait pour que les 2 langues soient en parallèle. Je voulais plutôt réfléchir aux formes qu'on pouvait mettre en place pour que ce soit compréhensible. Est-ce qu'on passait par de l'image, de la projection, par du guide grâce à la lumière ou à la musique, du chant? Voilà, je me suis dit, il y a toujours un moyen, et toujours cette question revenait de comment on peut réfléchir à ce bilinguisme. Il y a vraiment une transposition du travail marionnétique au corps des comédiens, mais parce que ça a un sens dans notre histoire, pas pour faire joli, pas voilà, parce que c'était la première image quand j'ai dit ok, je travaille avec une comédienne sourde, cette envie d'appliquer les principes de la marionnette portée à nous en tant qu'acteurs. Le deuxième endroit qui était un peu plus particulier, c'est le théâtre d'objets. En fait, c'est un univers assez particulier qui fonctionne beaucoup avec la métaphore, l'inconscient collectif qu'on a avec les objets. Et c'était quelque chose de... J'ai transmis à Milou, j'ai dû la former, on a fait beaucoup d'improvisation. Et il y a encore du travail. Et d'ailleurs, c'est plutôt un endroit où j'aimerais qu'elle témoigne. Oui, c'est énorme. Voilà. Parce que ça a été... c'est un endroit assez particulier. Milou me dit que les sourds ne connaissent pas forcément ce travail théâtral autour de l'objet. Et pourtant, il fonctionne avec des principes que la langue des signes utilise, mais dont les sourds n'ont pas confiance qu'ils les utilisent. La langue des signes travaille avec les focus, elle travaille à créer des mondes, elle travaille avec des différenciations d'espace, tout se passe vraiment dans l'espace, c'est très organisé dans l'espace. Le théâtre d'objets fonctionne avec les mêmes principes. Mais eux, c'est une langue maternelle, ils fonctionnent avec ça complètement naturellement, et tous ces principes de langue des signes peuvent s'appliquer au théâtre d'objets. Moi, j'observais que les spectacles bilingues étaient un acte social en tant que réponse à cette politique-là, c'est-à-dire que les spectacles bilingues à répondre à la politique d'intégration. Ben non, en fait, il y a 2 langues et il y a 2 cultures. Donc, en ce sens-là, faire du spectacle bilingue, c'est un acte social, c'est reposer la question de comment on vit ensemble. Est-ce qu'on a envie que les sourds ressemblent à tout le monde et qu'on ne voit plus qu'il y a des sourds, ou est-ce qu'on a envie de dire attends, mais toi tu as une spécificité en tant qu'être, mais là sur le plateau, moi jamais aussi, et là on est dans le spectacle bilingue, donc on a 2 mondes, 2 cultures. Voilà. Mais nous, avec la compagnie, moi j'espère avec les comédiens aller plus loin que ça, c'est-à-dire que pour nous, ça c'est un fait accompli en fait. C'est pas un fait accompli, c'est pas comme ça qu'on dit. C'est un acquis qu'en fait les sourds ont une culture et une langue. Donc moi j'ai envie de dépasser l'acte social et d'aller à un autre endroit qui est vraiment l'acte artistique,
c'est pour ça que les spectacles qu'on fait nous, ils mêlent en fait les univers artistiques qu'on a. Quand je travaille avec Émilie ou avec Delphine, voilà, on va vraiment chercher pour nous comment le texte on le traduit avec la langue, comment on a envie de danser, comment on a envie de faire passer cette expression-là, cette émotion-là. Voilà, pour nous c'est acquis que la langue des signes et la culture tout sourde existe, est un monde, et l'acte social de travail, de redessiner ensemble notre relation et de dire qu'on peut travailler ensemble, voilà, c'est fait, c'est bon. Et on travaille le moins possible avec des interprètes, avec des médiateurs, avec des gens qui font qu'on se repositionne dans cet endroit où on est différent, on ne sait pas comment faire ensemble. Donc on essaie le plus possible, voilà, d'être sur des ponts où on est vraiment des artistes ensemble. C'est trois choses très très différentes en fait, entre l'interprète qui est là, qui va traduire en direct en langue des signes vers le français parlé ou le français parlé en langue des signes. Le traducteur, quelqu'un avec qui on va pouvoir travailler en amont sur un texte de manière à le transcrire de la langue du français parlé à la langue des signes ou inversement. Et après sur le plateau, suivant ce moment, on aura des comédiens qui signeront et ils parleront, ou un interprète si c'est un spectacle qui est interprété en parallèle. Du coup, ça dépend vraiment de là où on se place. Tout est possible. Concernant le spectacle visuel, qu'on soit sourd-entendant, du coup, on ne parle même plus de ça. C'est même pas ces notions, on parle de quelque chose de visuel. Je suis gênée, parce que souvent on me dit « Ah, c'est bien, c'est adapté pour les sourds. » C'est quelque chose que j'accepte mal. Le visuel, ça n'a pas été créé pour les sourds du tout. C'était comme, je sais pas, le cinéma muet. C'était quelque chose de bien. C'est pour moi que ça devienne un moyen d'attirer les sourds, je sais pas, c'est quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Souvent on voit dire vas-y, prends le billet, prends une place, c'est très adapté aux sourds. Et puis finalement on n'y comprend rien, parce que c'est du jeu d'entendant. Est-ce que ça c'est du spectacle visuel? Moi je trouve pas que ce soit adapté. Et c'est là où le terme d'accessibilité est gênant. Il y a des spectacles visuels qui sont interprétés par des sourds, donc c'est la culture qui s'exprime sur scène. Mais on a aussi des spectacles visuels joués par des entendants, et dans ce cas-là, Emmanuel et moi, et Emmanuel principalement bien sûr, il faut qu'elle soit convaincue que ça parle à son émotion, qu'elle ait envie de partager ce spectacle. Donc elle, au niveau de sa culture, le spectacle lui parle. Et moi, dans mes discussions avec les équipes entendantes, je suis confrontée à des choses où on me dit... j'explique aux équipes entendantes que la musique, par exemple, si la musique donne du sens au spectacle, on ne peut pas l'accueillir chez nous, parce que les sourds, le sens donné par la musique va leur échapper. Alors c'est vrai qu'il y a maintenant de plus en plus, on voit voilà, au cinéma, la famille les enfants du silence qui sont joués à la Comédie Française, où c'est des entendants qui jouent des rôles de sourds. Alors on dit non, c'est interdit, etc. Non, mais c'est des artistes. Voilà. C'est comme si un artiste ne pouvait pas voilà, jouer Hitler ou autre. Ben non, après ils sont libres, c'est des artistes. Voilà. Ce qui est mis en valeur, l'important c'est le respect de la langue. Voilà. Bon, après c'est pas toujours très bien signé, on voit que c'est voilà, pas très bien structuré ou autre. Voilà, donc ça, moi aussi, hein, j'ai réfléchi à tout ça. Et voilà, est-ce que moi je peux jouer par exemple le rôle d'un homme? Est-ce que c'est interdit? Est-ce que c'est interdit que je joue le rôle d'un homme, par exemple? Ou que je joue le rôle d'une entendante? Est-ce que ça m'est interdit? Voilà, pour Anna, par exemple, avec l'évêque, voilà, il est sourd et il joue le rôle d'un entendant. Il faudrait voilà, que ça soit forcément un comédien entendant qui joue ce rôle-là. Voilà, donc c'est vrai que ça donne réflexion, donc il faut
il faut réfléchir à la place de l'artiste. Déjà que c'est limité, que c'est compliqué pour les artistes sourds de rentrer dans ce monde-là. Concernant, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Emmanuel, on a le droit de jouer différents personnages en tant que comédien. Un entendant qui utilise la langue des signes, pourquoi pas, si le public comprend dans ces cas-là, très bien, dans ce cas-là on peut parler de bilinguisme, de spectacle bilingue. Si c'est pas compris, si c'est signé n'importe comment, voilà, on peut pas parler de spectacle bilingue. Voilà. Il y a aussi toute la culture de la langue des signes. Voilà, si c'est clair, si c'est respecté, si tout est voilà, bien fait, on peut parler de spectacle bilingue, même si c'est une personne entendante qui le fait. Alors concernant la troisième question sur les avis voilà, différents, bien sûr, c'est important d'échanger. Voilà, en tant que metteur en scène. Voilà, c'est important, voilà, moi j'impose rien, c'est important voilà, d'échanger. Et au niveau de la traduction, voilà. La traduction, c'est un métier, et c'est pas parce que je connais toutes les langues que je suis capable de gérer tout ça. Donc, en tant que metteur en scène, je peux pas avoir tous les rôles en même temps, je peux pas être la traductrice et le metteur en scène. J'ai besoin d'échanger, d'avoir des avis, et ce qui importe, c'est de pouvoir travailler ensemble. Sans parler de culture, c'est juste d'avoir les points de vue artistiques de chacun des artistes présents. Alors, un spectacle bilingue réussi, dans toutes les formes qui peut prendre le spectacle bilingue, le tout c'est qu'il n'y ait pas d'intégration, mais vraiment un bon mélange compréhensible de tous les publics. Et que le public prenne plaisir. Et si les sourds et les entendants rient en même temps et ressentent les émotions en même temps, enfin, quand c'est ensemble, qu'on oublie qui est sourd, qui est entendant, là, on prend du plaisir, on plonge dans une histoire et on ne pense plus à la forme de la communication. Voilà. C'est quand on va l'oublier, en fait. Je crois qu'en fait, ça a été vrai pour beaucoup de spectacles qu'on a pu voir ici, que ce soit voilà, l'IVT ou celui-ci, ou les amours aussi, etc. Il y a beaucoup de gens qui, à chaque fois, qui commencent à dire on n'a pas vu un spectacle bilingue, on a vu un spectacle. Voilà. Quand on travaille donc sur voilà, une adaptation en langue des signes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sourds qui s'expriment très bien en langue des signes et qui sont illettrés concernant le français. Est-ce que vous avez travaillé avec des personnes illettrées qui ont créé en langue des signes? Pour autant, ce ne sont pas des personnes qui ont un niveau bas, parce qu'ils captent quand même beaucoup de choses. Je pense notamment à Leven Bescardès qui est incroyable. Il a des problèmes avec le français, mais il arrive quand même à capter des choses du texte. Il a un point de vue qui enrichit en fait les échanges, qui sont très utiles. Quand on est sur de la traduction de texte, bon ben voilà, on traduit. Il y en a qui traduisent, qui comprennent pas très bien le français, mais qui ont une super langue des signes. Et quand on passe par un interprète pour choper le sens, là, il y a de l'échange, il y a une proposition, on peut passer par de l'image, par exemple. Souvent, c'est vrai que quand on sait lire, on reste collé au texte. On est très influencé par le français et on reste très collé au français. Eux, ils n'ont pas ce défaut-là. Ils n'ont pas cette contrainte, ils sont plus libres finalement. Ils ne sont pas dans le n'importe quoi non plus, mais voilà, il faut retrouver le bon équilibre, quoi. Il y a des bons et des mauvais côtés. Ce qui compte, c'est qu'on travaille tous ensemble et qu'on soit dans l'échange. Pour ouvrir le débat, ou en tout cas ouvrir ça, que en tout cas les initiatives qui sont proposées ici, que ce soit avec Arthur, avec Actes, avec Maritissimo, l'IVT, et les différentes compagnies qui font ces démarches de création,
on peut dire a priori que la création théâtrale, l'ouverture, a tendance à un petit peu écraser les mots un petit peu formatés d'accessibilité ou de handicap, et qu'au final, si nos structures culturelles peuvent servir à ça, c'est bien, et de peut-être aussi penser à sortir ce genre de spectacle des ghettos, parce que tout de suite, quand on voit que c'est bien français à l'SF, ou etc., effectivement, il y a tendance très vite à mettre un tampon dessus, un tampon handicap, justement, ou un tampon accessibilité, se rendre compte en venant les voir, en venant les découvrir, que ce sont des spectacles, que ce sont des actes artistiques à part entière, qui peuvent rentrer dans une programmation à part entière. Ça peut être bien aussi, voilà. Et c'est vrai que l'autre réflexion de ma position d'entendant, dans le monde des entendants, puisqu'on revenait en plus dans le thème, hein, c'est-à-dire bilinguisme, etc., de ma part, de ma position, c'est mon avis, c'est tout. Hein, je pense qu'on arrivera à une certaine équité, à une certaine évolution, je vais le dire, hein, tant pis, quand on arrêtera de voir des entendants à aller voir un spectacle où il y a de la langue des signes, dire « Ah, je vais y aller parce que c'est trop beau la langue des signes ». Donc c'est vrai, c'est très beau la langue des signes, mais moi je préférerais peut-être un jour entendre « Je vais y aller, il y a de la langue des signes, et je vais y aller parce qu'il y a de la langue des signes, et parce que là va y avoir peut-être un sens nouveau. Là peut-être que la langue des signes va me permettre de comprendre quelque chose qu'avec ma langue orale maternelle, ben, j'aurais pas compris. Peut-être que là, la langue des signes va me faire découvrir un truc et va me faire percuter quelque chose que j'aurais jamais compris avec ma langue orale maternelle. Voilà. Et là, je pense que ce jour-là, eh ben, pour moi, je pense qu'on y sera mieux. Merci beaucoup à tout le monde.